Ouh là là, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, on est de retour, c'est le week-end, c'est parti pour Bonjour d'Algérie. On est ensemble jusqu'à 10h30, bienvenue à vous tous, bon week-end à tous, nous sommes le vendredi. Et en ce vendredi matin, forcément on commence avec la météo, des températures caniculaires, la confirmation dans quelques instants, ça se passe avec notre très cher Fariel Chir qui est avec nous déjà. Fariel, bonjour. Bonjour Abou Mahrez. Et les températures, on y revient dans quelques instants, et puis on enchaînera avec nos invités. Nos invités, c'est aussi et avant tout le doc de la matinale. On commence avec Fethi Benachnou, comme tous les vendredis. Avec lui, on va parler de l'insuffisance rénale et la prise en charge. On va parler également de la transplantation. Ce matin, c'est choisi au menu de la matinale. On enchaînera juste après avec Islam Aziz et Mustafa Kamel Sebari, les coordinateurs du groupe Secouristes Bénévoles. On va parler de campagne de sensibilisation, mais aussi de collecte de dons du sang. Ça, on en parle avec nos deux invités. Donc, Karim Merkouch, là, c'est un volet qui sera dédié au retour des compétences ici en Algérie. Karim Merkouch, qui est architecte algérien installé aux États-Unis. Faisal Bouchnari, qui est architecte également. Retour des compétences en Algérie, c'est la thématique concernant la communauté algérienne installée à l'étranger. On en parle d'ailleurs ce matin sur le plateau. Et puis, on finira avec Mehdi Laifaoui en concert. Il sera en concert le 29 juin à Dar Abdeltif. Ça se passe à 19h. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. 4 invités à découvrir absolument ce matin. Mais on commence comme d'habitude avec la météo. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Allez, c'est parti pour la météo du jour. Frédéric Chir, rebonjour. On y va avec cette météo assez chaude en ce vendredi matin. Exactement, des températures caniculaires qui nous attendent tout d'abord. Bonjour à vous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. En effet, le temps sera chaud aujourd'hui au nord comme au sud, surtout sur la partie sud. Côté ciel, le temps sera voilé, orageux en fin de journée. À l'intérieur ouest, à signaler beaucoup de brouillard en début de matinée. Le soleil reprendra le dessus au fil des heures. À noter aussi un temps voilé de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassili, le Sahara oriental. Les températures, les voici, elles restent élevées sur la partie sud, sur la partie nord aussi, avec 42 à Tizi Ouzou, Alger affichera 34 degrés, 31 pour Annaba, Skikda, 34 aussi à Betna, 38 à Albeya, 30 à Tlemcen, 38 Rilizan Chlef sur la partie sud, un maximum de 47 degrés à Drar Ain Salah, 43 pour Bouchar, 42 Ghardaya, 41 Biskra Hassim Saoud, 44 Elizi, 38 Tindouf et enfin 32 Taman Rasset et Janet. On passe ce matin, eh bien, on passe à l'Europe. Aujourd'hui, le temps s'annonce chaud. Les températures seront aussi caniculaires, surtout vers la France, avec 33 à Paris, 33 à Bordeaux, 34 à Marseille, 23 pour Londres, 21 à Dublin, 27 à Berlin, 25 à Prague. Des températures agréables vers l'est du continent, avec 23 à Copenhague, Varsovie, 26 sous un temps pluvieux pour Bucarest, 36 à Athènes, 37 à Rome, 42 à Madrid et enfin 27 degrés à Lisbonne. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h11. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. Vous l'avez compris, il fera chaud un peu partout dans le monde. Donc, profitez du soleil, de la chaleur, avec modération bien sûr. À tout à l'heure. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors, il fera chaud aujourd'hui, hein. 47 degrés au sud du pays, 42 c'est la température maximale au nord du pays, pour vous dire. C'est des températures de mois d'août et de mois de juillet. Allez, excellente matinée à vous tous. Merci Fadel, on se retrouve à À tout à midi. l'heure. On va nous se retrouver dans quelques instants. On va parler des insuffisants rénaux avec Fethi Benachou qui reçoit aujourd'hui Mohamed Boukhars, président de l'association des insuffisants rénaux. On reviendra sur cette fameuse thématique qui avait été d'ailleurs abordée il y a quelques mois de cela, l'insuffisance rénale, la prise en charge, mais aussi la transplantation. On en parle dans quelques instants, mais juste avant, un peu de musique, ça fera de mal à personne. Allez, Mezenamish fait partie de la jeune génération, il a une voix fabuleuse, fabuleuse. Mona Mona.
Cheikh. Merci beaucoup. Vous aimez la musique, vous? Oui, Mona, elle est bien comme musique. Et vous aimez la musique? J'ai toujours aimé la musique. Alhamdoulilah. Bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous voir. Vous êtes de retour, hein? Oui, oui. Ouais. Il y a une situation qui est alarmante à souligner au départ. Attendez, on introduit un peu le sujet. On introduit le sujet, on y va. Il a bien fait dans le sens où l'importance de ce sujet, la gravité, regardez, elle le pousse à éclater, à se déverser. La matinale commence et nos deux premiers intervenants ce vendredi matin, mesdames, messieurs, ceux qui vont intervenir, c'est le volet santé, c'est pour parler du volet santé avec Dr Benachou comme tous les vendredis. Docteur, bonjour. Et Mohamed Boukhars, bienvenue à vous. Vous êtes de retour dans la matinale, vous êtes, rappelons, le président de l'association des insuffisants rénaux. Et aujourd'hui, donc, nous allons parler de transplantation d'un côté, de l'insuffisance rénale, de sa prise en charge également. Et forcément, on entame avec la gravité des faits que vous vouliez souligner. Qui est? Je souligne une situation alarmante. Oui. Il y a un manque d'hormones EPO pour les insuffisants rénaux. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels pour ceux qui sont atteints d'insuffisance rénale et ce sont des produits qui doivent exister. Oui. Donc, pour corriger l'anémie des malades, 30% de ces malades sont anémiques. Donc, cette EPO nécessaire, elle est actuellement en rupture de stock. Pourquoi elle est importante? Notre rein produit un élément qui s'appelle le PO, érythropoïétine pour faire un truc, et c'est ça qui permet d'enrichir le sang, de développer le sang et d'éviter l'anémie. Un insuffisant rénal, puisqu'il ne produit pas, son rein ne fonctionne pas, il ne produit pas de PO, il sera anémié. L'erreur qu'on fait, on la traite comme une anémie fériprive. Alors, si je puis dire, c'est... Fériprive qui veut dire par absence de fer. Globalement, généralement, c'est diminution du fer dans le sang. Mais l'anémie chez l'insuffisance rénale, si je puis l'appeler comme ça, c'est EPO prive. Donc, que vous donniez du fer, c'est de la bêtise. Il faut donner de l'EPO qui n'existe pas sur le marché. Il y a que M. Boukhars. Aussi, elle est remplacée malheureusement par le sang humain, qui est absolument interdit pour ces malades parce qu'ils ne pourront jamais aller à une greffe rénale. Deuxième point. Et il y a risque de transmission d'hépatite C durant la transmission. Automatiquement. Mais le sang est analysé normalement. Non, mais le matériel qui est utilisé... Oui, mais... Il est stérilisé ce matériel. Il n'y a aucun problème. Mais l'insuffisant rénal, parce qu'il est dialysé, tous ceux qui sont dialysés, vous allez augmenter les risques chez l'insuffisant rénal. Le sang humain développe des anticorps dont ce malade n'en a pas besoin. Et une fois qu'il développe ces anticorps, il ne pourra jamais être greffé à vie et il va rester à vie hémodialysé. Vous savez qu'il y a un anticorps, et ça c'est important. Le danger, il faut préciser, le risque que l'on a quand on fait une transplantation rénale, c'est que le système immunitaire va rejeter ce rein, qui est un rein étranger à mon corps. Mais si cet organisme possède déjà des anticorps, vous allez renforcer les capacités de rejet. C'est cela. Et la deuxième pénurie dont on avait parlé la première fois, c'était la pénurie de cathéters qui est revenue. Ah, qui est revenu? Oui, qui est revenu, c'est-à-dire qu'on est revenu en arrière. Alors nous sommes en juin, donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année... Alors qui est revenu au sens où nous avions déjà vécu une crise de ce côté-là, et puis qui avait été réglée. Et là, vous dites que pénurie, il y a pénurie justement dans les établissements étatiques, mais malheureusement, ça se vend au marché parallèle. Une dame récemment m'a téléphoné, elle a un enfant cancéreux, elle se trouve dans un CHU à Alger, un enfant cancéreux de 4 ans, qui est en même temps insuffisant rénal. Et le cathéter qui a été utilisé, les deux cathéters qui ont été utilisés se sont bouchés, donc il fallait un troisième. Et on lui a demandé d'aller dans l'épicerie du coin pour ramener un cathéter de numéro 8, etc. Dans votre introduction, de toute manière, vous revenez sur des éléments que vous aviez avancés déjà
la précédente fois où vous étiez sur cette émission, vous aviez parlé du cas de cette femme qui s'est vue, qui a dû acheter du matériel dans le jardin d'un hôpital et autres. Oui. Alors ça, c'est des faits. Nous les avons déjà dénoncés. Et aujourd'hui, les répéter ne serait pas forcément utile pour l'ensemble des téléspectateurs, parce que c'est un fait qui se répète à chaque fois. Maintenant, mais c'est grave. Si vous n'avez pas de cathéter, vous avez... C'est la mort. Ouais, mais c'est grave, mais on en a parlé avec autant de gravité. C'est un enfant qui est hospitalisé. Je veux dire aujourd'hui, concentrons-nous non pas sur des faits divers de cathéters qui seraient en vente dans des épiceries, mais concentrons-nous peut-être sur l'annonce même qu'il y ait une pénurie de cathéters. Ça permet déjà de resituer le débat. Voilà. Alors ça, c'est un fait. Vous faites partie de la société civile, vous défendez les malades, vous êtes acteur bénévole sur le terrain et tout le mérite vous revient. Maintenant, sur l'insuffisance rénale, vous parlez aujourd'hui, ok, pénurie des cathéters, très bien, mais passons ensuite à la prise en charge des insuffisants rénaux. Comment se fait cette prise en charge? Comment a-t-elle évolué? Est-elle aux normes dans le service public, dans les hôpitaux publics? Est-elle aux normes dans les hôpitaux privés? On en est où sur les questions d'assurance et de CNAS? Est-ce qu'on rembourse aujourd'hui la dialyse pour les insuffisants rénaux qui est effectuée dans les établissements privés, par exemple? Quel est le prix d'une séance d'hémodialyse? Je réponds à la question. Bien sûr. Non, allez-y, prenez tout votre temps. Les traitements de l'insuffisance rénale sont inadéquats en Algérie. L'hémodialyse est inadéquate, elle n'est pas conforme aux normes universelles et c'est une des causes où les malades sont mal dialysés et ne pourront aussi pas aller à la greffe. En milieu étatique comme en milieu privé. Le milieu étatique, on ne comprend pas pourquoi. Cette dialyse est inadéquate, puisque le médecin ou l'infirmier ne paye pas de sa poche le consommable de dialyse. Donc on se demande pourquoi il n'applique pas conformément aux normes. La dialyse pour enfants, la dialyse pédiatrique... C'est quoi? C'est de la rationalisation maladroite? Non. C'est de l'inconscience pure et simple. Malheureusement... on ne va pas blâmer tout l'ensemble des hôpitaux, mais on ne va pas blâmer l'ensemble des infrastructures publiques. Elles existent, les structures publiques existent. Pourquoi ne dialysent-ils pas le malade dans les normes? Un point de précision. Si vous voulez, l'État, à travers les services publics, dépense de l'argent. Dépenses à la disposition des citoyens. Mais c'est sur le terrain que l'on... Je ne sais pas pourquoi. Sur le terrain, moi, si j'étais... C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question. Est-ce que ce n'est pas de la rationalisation maladroite? Mais moi, j'espère que ça serait de la rationalisation. C'est de l'incompétence et de l'inconscience. Ça, c'est important. Dans le sens où, moi, si j'étais l'État, j'ai dépensé un budget de temps. Je voudrais sa réponse sur le terrain pour ne pas avoir la fédération des insuffisants rénaux dire qu'il n'y a pas de cathéter sur le terrain. Alors ce que vous dites en fin de compte, c'est que le matériel est existant, après c'est des erreurs humaines. C'est l'être humain. C'est l'être humain. L'être humain. Très bien. C'est l'être humain. Sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui on voudrait faire avancer le débat. Oui. C'est-à-dire, je veux dire, le populisme n'est pas le meilleur des éléments pour défendre quoi que ce soit je parle économie. Pour faire avancer. J'ai mis temps. Mais c'est pour ça que je vous dis, on va pas rester tout le temps sur ils n'ont pas fait. On va peut-être aller sur qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui aux malades. Qu'est-ce que le malade peut en tirer de ce passage à la télévision? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses? C'est ça le but. Maria, pardon. Moi, je travaille rarement par des documents, mais il y a des documents, on ne peut pas s'en passer. Regardez la production de l'État algérien en matière de personnel. Si tu permets. Par exemple, on a produit 390 médecins généralistes qui sont nécessaires, on ne s'est pas éloigné. Et plus important encore, infirmiers. 390 quand? Médecins de... Je vais vous expliquer, ça c'est 2016, je vais vous expliquer pourquoi. 2015. Les infirmiers de santé publique, c'est fondamental dans les services de dialyse, il y a 390. Pourquoi je donne ces chiffres? C'est le 12 juin 2016, on a mis à la disposition du ministère de la Solidarité, le ministère de la Santé a mis à la disposition du ministère de la Solidarité, alors que là, il devrait les verser dans les structures fonctionnelles de santé. Oui.
Et c'est ça, c'est un document officiel, le journal officiel numéro 35 du 12 juin 2016, où le ministère de la Santé va déshabiller Pierre pour habiller Paul, pour résumer. D'accord. Alors, continue. notre objectif, c'était d'abord réglementer cette insuffisance rénale, cette pathologie rénale. Il n'y a aucun papier, il n'y a absolument rien concernant cette pathologie rénale officielle. Mais aujourd'hui, vous êtes société civile, vous êtes sur le terrain et vous essayez de faire avancer le schmilblick. Oui, on a toujours demandé cette réglementation et malheureusement au ministère de la Santé, où il y a différentes directions générales, alors, ça aussi, c'est évoqué et le message est passé. Attention, ils sont sur le terrain depuis des décennies. Non, mais je ne dis pas le contraire. Voilà, ce n'est pas des genoux qui viennent... Comment se portent nos insuffisants rénaux? Ils se portent mal. Tous nos insuffisants rénaux se portent mal. Comme je vous l'ai dit, il y a une dialyse inadéquate pour adultes. Alors, quelle est la bonne dialyse? Comment elle devrait se faire, la bonne dialyse? La bonne dialyse, d'abord... On va faire un cours de médecine, de néphrologie. On n'est pas non plus là pour faire un cours d'administration, je veux dire. On n'est ni habilité, ni outillé pour débattre dessus. La bonne dialyse... Le liquide de dialyse, par exemple. Les liquides de dialyse. La bonne dialyse. Il y a une partie de personnel qui existe. Il y a des néphrologues. D'accord. Il devait y avoir des médecins dialyseurs. Oui. Actuellement, il n'y a que des médecins généralistes. Donc, ils ne sont pas dialyseurs, ils ne connaissent pas la dialyse. On doit avoir des infirmiers... C'est quoi? C'est une spécialité? Oui, c'est une spécialité. D'accord. Parce que la dialyse n'est pas un simple rhume. C'est une sous-spécialité, quoi. On devient médecin et puis on s'oriente vers... Parce qu'au cours de la dialyse, vous devez... Qu'est-ce que vous allez mettre comme produit? Comment régler les appareils? C'est ça. Que surveiller avant la dialyse, pendant la dialyse, après la dialyse? Ça, c'est des techniques, ça, c'est des choses à apprendre. Et c'est universel dans le monde entier. Dans le monde. Il doit y avoir des infirmiers de dialyse. Nous avons des paramédicaux qui font 2-3 mois et ils viennent piquer les gens et travailler. Donc voilà déjà la situation en personnel. Il manque, c'est inexistant, un diététicien ou une diététicienne. C'est fondamental pour cette... C'est essentiel. Il n'y a pas de psychotechnicien, de psychologue spécialiste en dialyse. Et c'est quoi? C'est pour la prise en charge pour la prise en charge de ce malade. Oui, nous avons des enfants, vous savez ce que c'est qu'une nous avons des dialyse? Vous allez femmes. rester 3 heures ou 4 heures branchés à une machine et vous allez avoir des cathéters qui sont sur place, que vous n'avez pas enlevés. Vous allez prendre en charge la famille, le patient lui-même. C'est une lourde charge psychologique et on doit être aux côtés du malade et de sa famille. C'est pas facile. D'abord, le malade, quand on lui assène un coup de marteau sur la tête, lui disant que tes reins sont arrêtés, que tu vas aller en dialyse, ce n'est pas facile à accepter. Et durant toutes les séances de traitement, c'est inacceptable. C'est comme l'annonce du cancer, annoncée dans certains services qui se respectent. Il y a des gens spécialisés, affectés spécialement à l'annonce de cette pathologie. Non, je reprends, moi j'aime bien ce qui se passe sur le terrain. On doit tous changer, c'est tout. On doit changer, c'est tout. On doit changer notre comportement, notre manière d'être. On doit savoir. Mais c'est un coup de couteau, c'est terrible. C'est un coup de massue. Et pour les enfants, c'est une dialyse spécifique aussi pour enfants. Matériel spécifique. Qui dit dialyse, c'est-à-dire, je parle du matériel. Les générateurs sont les mêmes, mais les aiguilles, etc., tout le kit est différent. Et en même temps, la surveillance d'un enfant, quand il a les 2 aiguilles dans la main, qu'il faut maintenir durant 4 heures, etc., etc. Et nous n'avons pas de néphrologue pédiatre. D'accord. Néphrologie pédiatrique. Et de néphrologue pédiatre. Donc jamais le ministère de l'enseignement supérieur ne s'est penché sur ce cas pour préparer ces gens-là. Voilà. Donc il y a ça.
Vous avez parlé tout à l'heure du coût de la dialyse. Personne ne peut élaborer ce coût de dialyse. Il y a pour ne pas faire l'amalgame, il y a le coût de la dialyse, donc personne ne peut le faire en Algérie, Oui. et il y a le remboursement de la dialyse dans le privé. L'insuffisance rénale relève des maladies chroniques. Oui, D'accord, très bien. oui. On ne guérit pas et- d'une insuffisance Ouais, rénale. la relève des maladies chroniques. Voilà. Donc forcément Et c'est des une- maladies et c'est une- incurables. Enfin, Et c'est ailleurs, en face de nous, l'insuffisance système de rénale, transplantation. Oui. le cancer et les maladies virales figurent dans la législation sanitaire Oui. des pays. Chez nous, il n'y a même pas un mot. Déjà, c'est mis de côté, si on veut. Elle n'est même pas reconnue, cette insuffisance rénale. Eh ben, c'est très bien. Et vous êtes sur le terrain, encore une fois, en Oui, tant mais- que société civile, pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, vous le dites, demain, vous contribuerez auprès du ministère de la Santé à faire avancer les choses. Combien on a tenu Ah, de mais non, mais réunions? écoutez, mais moi, Combien? mais moi, j'ai envie On d'être baissera pas moi, les- j'ai envie d'être positif. En On ne baissera pas les bras. Mais non, on n'est pas positif. Et Oui, même- On mais ne je veux dire, baissera pas les je veux bras. dire, parce que si c'est pour prendre si c'est pour dire que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Monsieur on ne fera pas. Boukhars Non. est sur le terrain Non, 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 depuis ne des me décennies. mettez pas en opposition avec M. Boukhars. Non, Au contraire, vous regardez bien, je respecte parfaitement M. Boukhars. Il est de retour pour la deuxième fois. Ça me fait toujours autant plaisir de le voir. Et bien au contraire, on l'encense. Seulement, nous, notre métier, dans ce service public, au service du téléspectateur. Vous et, aidez au non, mais- problème à la prise en charge bah, des bah, insuffisants le but rénaux. aussi, c'est d'aller vers une pensée positive. Vers une C'est de se dire, amélioration, cette vers chose une ne va pas, mais nous devons peut-être la prendre autrement et encourager M. Boukhars à continuer son combat pour que les textes passent. Mais pas forcément à dire ça va pas, bon, on va s'arrêter, ça va Non, pas. non, nous Ça sommes va en train être de bien. faire un constat. Non, nous sommes en train de faire un constat. Et je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit. Non, On sort bien d'accord. non, je comprends. Depuis 2003, aucun responsable de la santé ou de la sécurité sociale ne s'est occupé de cette, pour ne pas dire ministre, etc. Ça veut dire ministre et Oui, c'est normal, c'est une normal. institution complète. Chaque ministre qui vient change le personnel TAO et nous leur donnons un dossier complet sur cette insuffisance rénale. Vous dénoncez le fait qu'il n'y ait pas de suivi. Voilà, Oui. voilà. Et je l'ai dit récemment à monsieur le ministre, le dernier ministre, chaque ministre lui dit, c'est pour nous leur donnons des dossiers complets, etc. Donc, voilà. Donc, on réside le hic, si on veut. Donc, la meilleure solution, c'est d'avoir une réglementation officielle Déjà. qui gère avec des guides de recommandation etc. Oui. C'est ce qu'on a demandé et ce qu'on souhaite. Et on ne baissera pas les bras. Eh ben, c'est très On bien. ne baissera pas les bras. Voilà. Donc, Sur le coût, le coût de ça dialyse... coûte combien Non, personne. D'accord. Il doit y avoir deux coûts de dialyse. Et il doit y avoir un coût étatique. C'est-à-dire la dialyse qui s'effectue en étatique n'a pas le même coût que celle qui se fait dans les cliniques privées. Dans les qu'à cliniques l'étatique, privées, elle se fait à combien? justement, nous sommes là. Personne ne le sait aussi. C'est la même dialyse, personne ne le sait. Qui Eh paye? bien, qui paye, c'est la CNAS. Ah d'accord. Elle rembourse. J'arrive. La Ah non, CNAS. avec la carte, normalement, c'est bon. Non, attendez. En 2000, J'attends. en 2006, la CNAS a une convention avec les cliniques privées. Oui. Et elle leur a imposé un prix de remboursement qui était à peu près de 7000 dinars. En quelle année? En 2006. Voilà. En On est en 2006. 2019. Et une année après, Docteur Benachou, vous avez un truc aujourd'hui. Hein? et une année après, Oui. nous sommes repartis vers la CNAS. Oui. On a oublié, les prix ont changé. C'est-à-dire les prix de... Fixé. Les prix, Convention. l'électricité, etc., tout a changé. Donc, ils ont maintenu ces prix. Ça veut dire qu'ils ont asphyxié les cliniques privées. Donc, n'ayant pas l'équivalent remboursable, Prix de revient, ces tout ça, cliniques ouais. privées, elles sont maintenues jusqu'à ce jour avec ces 7000 dinars. Oui. Donc, ne pouvons pas couvrir le prix, si on veut, du traitement. Les cliniques privées étaient obligées de diminuer le temps de dialyse du malade, de 4 heures à 3 heures. Madame,
diminuer le temps de dialyse. La dialyse doit se dérouler sur un temps bien déterminé. De On parle 4 heures. des techniques. De 4 heures. Pour rentrer dans leurs chiffres de gestion, Ils étaient obligés, ils ont été obligés de diminuer la dialyse, ce qui est une aberration. Une aberration. Ah oui, au mais point de vue appelons un scientifique. chat. mais une aberration qui coûte cher le malade au paye que le malade Ouais, paye c'est ça. physiquement. Oui. Parce qu'il ne pourra jamais aller à la greffe. Ensuite, qu'est-ce qu'ils avaient intégré dans cette convention? Ils avaient intégré le PO dont on avait tout à l'heure parlé. Le Ouais, PO. l'hormone qui manque. Normal. Écoutez, vous allez rire. En 2006, la séance de dialyse était remboursable à 7 000 dinars. L'injection de PO coûtait 8 000 dinars. Eh oh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand des malades deviennent anémiques, ils doivent donc leur prescrire cette EPO. La CNAS ne leur rembourse qu'une seule injection, alors que parfois des malades qui ont besoin de 2 ou 3 000 unités. Ce qui fait que, vous voyez où sont tombés l'arbre. Là, on revient sur les normes techniques. Il faut une certaine dose de PO. Là, vu le prix, on ne peut pas suivre tout le traitement nécessitant en utilisant le PO. On dit le PO, on dit et puis c'est tout. Alors que il ne faut pas une injection ou 2 injections ou 1000 injections. Il faut... En fonction de la sévérité de l'anémie, il lui faut 1000, 2000 ou 3000 unités par séance d'hémodialyse. Donc la CNAS... Et combien il y a de séances d'hémodialyse C'est 3 séances d'hémodialyse par semaine multipliées par l'heure. Par semaine, hein? Et combien de PO par semaine? C'est en fonction de l'anémie. J'avais mon épouse, elle avait 3000 unités et j'étais obligé d'acheter de l'extérieur, de l'étranger, d'acheter le PO. Comment va votre épouse aujourd'hui? Elle est décédée. Elle est décédée. Ouais, Non, de toute façon, c'est pas façon de parler. Donc, vous voyez que le prix d'une ampoule coûtait 8 000 dinars, alors qu'il remboursait 7 000 dinars pour la séance d'hémodialyse. Ensuite, ils avaient arrêté une quantité de produits. Oui, mais on ne peut pas calculer, c'est-à-dire définir une quantité de produits. Parfois, le circuit se bouche, ils sont obligés d'enlever, etc., refaire, etc. Ça coûte cher. Ça revient. Ça a un prix. Donc, pour revenir, la CNAS a asphyxié les cliniques privées et automatiquement, c'est le malade qui souffre de cette. Pour cette EPO-là, nous leur avons demandé, comme ça se fait dans le monde, c'est un médicament. C'est ça. Si ce malade a besoin de ce médicament-là, ils doivent mettre à ce moment-là, la clinique, une fois qu'elle prescrit le médicament, elle peut mettre les vignettes sur la facture de ce malade-là pour lui rembourser réellement. La CNAS n'a jamais accepté. Sur les fameuses fiches de maladie, c'est ça? De maladie. L'ordonnance, carrément, c'est-à-dire que ce malade, le médecin néphrologue, dit son état de santé nécessite une injection à chaque dialyse. Et il met la vignette. Attention, il nous reste un dernier point, parce que les bonnes choses, bon, toujours une fin, assez rapide. Et je voulais juste choisir le point avec lequel nous allons clore cette rencontre. Nous demandons à ce que ces responsables, que ce soit, il y a un autre problème dont on en parlera plus tard. Bien sûr, on y reviendra avec joie. Le côté social du malade, le côté solidarité, etc., où les malades démunis sociaux souffrent dans leur vie, dans leur chair, dans leur vie, etc., etc. Nous demandons à ce que ces responsables nous écoutent. Nous n'avons pas demandé ni logement ni véhicule, qu'ils nous écoutent. D'abord, il faut connaître le réel pour mieux le transformer. C'est tout ce qu'on demande. Le terrain et sortir des commissions, sortir des réunions de commissions pour établir un plan pour l'horizon 2030. Non, la réalité, elle est sur le terrain, la pratique. Merci, docteur Benachnou.
À vendredi prochain. Inch'Allah. Merci Mohamed Boukhars, merci, Inch'Allah. c'était un plaisir de vous recevoir. Rappelons que vous êtes président de l'association des insuffisants rénaux et que le but avant tout aujourd'hui c'était de faire avancer la question et la cause des insuffisants rénaux, que ce soit sur leur prise en charge, que ce soit sur les normes avec lesquelles on effectue les dialyses dans le service public et dans le service privé, le remboursement également de ces dialyses, le manque et les pénuries de cathéters et de certaines hormones également, et puis la transplantation, c'est le sujet qu'on évoquera très prochainement ici sur ce plateau. Quant à nous, dans quelques instants, on va parler architecture et on va parler retour des compétences ici en Algérie. Il s'appelle Karim Merkouch, il s'appelle Faisal Bouchnaqi, l'un est architecte installé aux États-Unis, le second est architecte également. On va parler de retour des compétences ici en Algérie. Est-ce possible ou est-ce un fantasme lointain? Que peuvent-ils apporter? Quels mécanismes pour les recevoir et pour les accueillir de nouveau? Ça, on en parle avec eux dans quelques instants. Mais juste avant, c'est Sabrina Khlifi qui nous propose un coup de projecteur sur une association, celle pour la prise en charge des malades à Blida. Sabrina Khlifi, on se retrouve juste après. Chaque matin, ces jeunes s'occupent minutieusement de ces rosiers. Un travail qu'ils font avec beaucoup d'amour. En réalité, ce sont des personnes en situation de handicap mental au niveau de l'hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida, que l'association ABAM, association de Blida d'aide aux malades mentaux, a pris en charge. Sur un terrain de 2 hectares, les patients s'occupent des serres, des arbres fruitiers et d'une oliverie. Ceci s'inscrit dans une logique de continuité avec l'ergothérapie traditionnelle. Nous les recevons ici. Vous vous trouvez au niveau de l'atelier protégé horticulture. Nous procédons à la culture de roses ici. Vous remarquerez que nous avons 2 serres qui sont fonctionnelles. Et cet atelier est dirigé par un éducateur. Vous remarquerez que nous avons 2 serres qui sont fonctionnelles. Vous les verrez plus tard. Et cet atelier est dirigé par un éducateur, qui est M. Batouche, que vous devez voir dans votre reportage. Et nous essayons de faire de l'inclusion, c'est-à-dire de la réinsertion sociale pour ces patients qui, entre l'hôpital et la consultation, n'ont aucun lieu où aller. Donc nous avons créé tout ce lieu pour les accueillir entre les deux. C'est des patients qui étaient dans l'oisiveté et en ce moment, ils viennent s'adapter pour le travail. الخدمة تاعنا سي بور ايدي لي مالاد باش يدخلوا للمجتمع. انا ديجا نخدموا هذه الخدمة سي بور ديجا بور لا سونتي تاعهم بور المورال تاعهم وديجا كي يجي يخدم ليه نص نهار هنايا يعاون روحه باش يدخل في المجتمع. المجتمع هذاك حنا كي نديروا الدور تاعنا يجي وحده من الدار لهنايا للخدمة للورشة او ديجا درنا ان غران با. Les patients suivent aussi des cours de théâtre sous la direction d'un metteur en scène. مورانا des comédiens, les élèves si on veut. هذا l'atelier de théâtre c'est pour إدماج تاع لي مالاد هذو في الوسط الاجتماعي تاعهم نورمال عادي. عاود يسمى لي جيست دو كوتيديان في لاتولي دو تياتر او يلعب مسرحيه ولا دي مونتاج نتاع شخصيات اللي هو يشوفهم هو في المجتمع طول جور او يتعامل معاهم. واحد خباز، واحد ماسون، واحد كذا سي دي ميتي اللي يعاودهم هنايا. Pour les femmes, un atelier de couture est mis à leur disposition. Elles apprennent la couture générale, confectionnent des habits, des draps, apprennent le perlage et le macramé. Tout cela rentre toujours dans le cadre de la réinsertion socio-professionnelle dans un milieu de travail. D'abord en atelier protégé, comme vous allez le voir, et ensuite, éventuellement, notre objectif, c'est de les réinsérer dans des milieux de travail ordinaires, à savoir des sociétés publiques ou privées, bien entendu, afin de pouvoir les réinsérer socialement.
et leur redonner leur citoyenneté. C'est très important parce que c'est une frange de la population, appelée personnes en situation de handicap, qui nécessite d'acquérir une citoyenneté. Ils sont marginalisés, comme vous le savez. L'association tente de développer l'autonomie des patients par le travail à travers une expérience concrète qui pourrait à terme servir de modèle généralisable dans le domaine et qui s'apparente au centre d'aide par le travail. Et c'était Sabrina Khalifi qui parlait donc de la prise en charge des malades avec ce coup de projecteur sur l'association de Blida, où des ateliers sont organisés d'ailleurs pour accompagner ces personnes malades. Alors du coup, nous on va enchaîner avec un tout autre thème ce matin, comme annoncé. Le retour des compétences. Est-ce un fantasme lointain ou est-ce un projet réalisable? Quelles conditions pour les accueillir? Quels mécanismes également? On en parle ce matin avec le retour d'expérience de deux architectes, Karim Merkouch, bienvenue, et Faisal Bouchnaqi, bienvenue. Alors, tous deux, vous êtes issus de la même promotion. Quelle année? 87 de l'été. Juin 87. Juin 80. D'accord, merci, voilà. C'était bien. 32 ans de ça. Pardon. Vous en gardez de bons souvenirs? Beaucoup. Yeah. Alors, vous êtes copains avant tout, vous êtes architecte de passion et de métier. Alors, vous, Karim, vous quittez l'Algérie en 2000, vous partez aux États-Unis, vous vous installez d'ailleurs au Nevada, à Las Vegas, pour être plus précis. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir? Bonne question. D'abord, permettez... C'est la question de base. Hein. Pour parler du retour, il faut comprendre le départ. Permettez-moi d'abord de vous remercier le Canal Algérien de m'avoir invité. Je suis honoré. Je salue les Algériens partout où ils se trouvent dans le monde. Je félicite l'équipe nationale pour la victoire, la deuxième, et la victoire de l'Algérie tout entière. C'est un bon départ, que ce soit pour l'Algérie en tant qu'équipe nationale et pour l'Algérie en tant que nation, Inch'Allah. Bon, mon départ était un choix et forcé. On peut dire qu'il était forcé parce que les conditions socio-professionnelles n'étaient pas favorables. Et comme tout Algérien, on cherchait un autre horizon. Oui. Donc, l'occasion s'est présentée. Les choses un peu facilitées par la présence de mon parental aux États-Unis. Donc, les choses se sont passées très vite et smooth, comme on dit. Et j'ai pu obtenir une résidence. D'accord. Voilà, donc, je suis parti. 19 ans après, on se retrouve sur ce plateau. Oui. Vous êtes nombreux? Ils sont nombreux dans ce cas? Il y en a beaucoup qui sont installés en France, au Canada. Ouais. On a un ami qui a terminé sa retraite en Arabie Saoudite. Il y en a en Allemagne. Il y a Nadia Belissaoui qui est en Allemagne. Il y a une forte présence en France. En France, il y a une forte présence. Bon, il y en a qui sont partis au début pour faire quelques études de performance, d'approfondissement et tout. Bon, ils sont installés. Oui. Et il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Alors, il y a aussi un architecte qu'on avait reçu sur ce même plateau, c'est l'Ouafi, qui était venu d'Allemagne, et Mohamed Larbi Marhoum notamment. Oui, il y en a plein d'ailleurs qui sont un peu dans la même situation. Alors très bien, parlons-en. 19 ans après, vous envisagez le retour. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous êtes présents tous les deux sur le même plateau? L'amitié d'abord. Je l'avais dit au départ, voilà. Copain d'abord. Non mais je pense qu'à travers les parcours des uns et des autres, d'abord l'amour de l'Algérie, on discutait avant de rentrer au plateau, Karim me disait comment se faisaient les choses au niveau de la production architecturale aux États-Unis. Moi j'ai eu la chance de travailler aussi en Europe, donc on a comparé un peu nos expériences. Il est vrai qu'on arrive au constat qu'en Algérie, il y a un retard au niveau normatif, au niveau de la prestation architecturale d'une manière générale. Alors normatif qui veut dire? Très basique, hein, c'est-à-dire les principes de base de l'architecture, de la conception architecturale, de la production du bâtiment. Tout est on peut dire, à revoir même. C'est le moment ou jamais. Bien sûr. Je vais vous donner un exemple très concret. En Europe, aux États-Unis, ils sont sur la LEED Certification. En France, ils parlent d'HQE. Il faut préciser ce que LEED. C'est la démarche environnementale un petit peu. Une certification qui donne
comment dire, un agrément, un bâtiment qui soit classé du point de vue environnement, qu'il est non seulement respectueux de l'environnement, il peut même produire de l'énergie et minimiser la pollution, c'est-à-dire en tant que bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment lui-même produit de la pollution. En fait, c'est une démarche, et en fonction du respect de la démarche, vous avez un certain nombre de points, Oui. et en fonction du nombre de points atteints, vous êtes en gold, silver, Il y a des classements, diamant, d'accord. il y a des classements. Alors, si vous allez en Turquie, vous allez voir que les Turcs adoptent la LEED Certification. D'accord. Même dans les hôtels, quand vous rentrez, vous avez tout de suite une palme. Tout bâtiment, même les résidences maintenant. Alors, pour États-Unis, revenir à même les résidences. l'Algérie, on bataille pour avoir une réglementation thermique. Pourquoi une réglementation thermique? Les architectes élaborent des cahiers des CCTP, des cahiers des clauses techniques particulières, dans lesquels on dit notre ouvrage se trouve à tel endroit en Algérie, voici les données climatiques, comment s'adapter par rapport aux données climatiques et adapter nos matériaux, nos techniques de construction pour que notre bâtiment soit le plus performant du point de vue thermique, phonique et éventuellement produire de l'énergie, une partie ou en totalité de l'énergie dont il a besoin. Oui. Et ça, malheureusement, il y a un effort à faire à ce niveau-là pour pouvoir avancer et en quelque sorte élaborer une réglementation. Et ça, c'est les organismes de l'État qui doivent le faire. Nous avons au niveau du ministère quelques organismes qui travaillent. Actuellement, il y a des DTU et des DTR, ça c'est le jargon technique, étrangers qui sont applicables en Algérie. Ça veut dire lorsque on n'arrive pas à avoir sa propre réglementation, on vous autorise à utiliser des règlements techniques étrangers dans votre propre pays. Donc il y a un retard à ce niveau-là. Je peux même citer l'exemple de ce qu'on parlait de revoir, ce qu'il y a à revoir. Je donne l'exemple d'une étude à laquelle j'ai participé en tant qu'architecte avant mon départ. J'étais Donc avant 2000. Avant 2000, c'est-à-dire je travaillais à l'ADL, actuellement ADL. Il y avait une structure qui a été créée au sein de l'ADL qui s'appelait Observatoire National de l'Habitat. Et je doute fort que le commun des Algériens l'a appris, et même des architectes. Oui. C'est-à-dire, il a été créé sous la commande de la Banque mondiale à l'époque, qui a demandé à l'Algérie en tant que gouvernement un certain nombre d'indicateurs sur ce qui se passe en construction, en consommation de matériaux de construction. Et pour cela, ils ont exigé une création d'un organisme qui ne doit pas être étatique. C'est-à-dire qu'il soit indépendant pour donner des informations plus crédibles. Parce que je ne sais pas pour quelle raison ils ont précisé ça. Donc j'étais parmi le noyau dur, soi-disant, le staff dur de l'observatoire. J'étais, en tant qu'architecte, il y avait un juriste, il y avait une économiste, une statisticienne, une informaticienne. Bon, varié, c'est-à-dire polyvalent, plutôt polyspécialisé. Et l'observatoire devait conduire des études pour sortir ces indicateurs. Oui. Parmi les études enregistrées dans le plan de travail, il y avait l'étude sur le système de suivi du permis de construire. Il y avait le marché locatif, il y avait le marché du logement, tout ça. Bon, on a commencé par le marché locatif. Bon, c'était une histoire à part. Ils voulaient savoir ce qui se passait. Le système de suivi du permis de construire, c'était vraiment le gros dans le lot. On a fait une formation à Paris, l'Île-de-France. C'était une coopération entre l'Algérie et la France. J'ai assisté à une petite formation. On a appris quelque chose, comment gérer les choses. Et ça nous a aidé à commencer cette étude. L'étude consistait en la préparation d'un système qui soit informatisé. À l'époque, bon, on n'avait pas encore percé dans l'Internet, l'informatisation. Une nouvelle technique de l'information. C'est-à-dire, notre étude a proposé deux systèmes au choix. Soit informatisé, si on a atteint cette échelle, ou bien la voie bureaucratique, par exemple. L'objet de l'étude était de sortir des indicateurs en termes de consommation des matériaux principaux. Le ciment, le bois et tout. Et l'administration, c'est-à-dire le ministère de l'Habitat à l'époque, nous a exigé en tant que membre de l'étude
de fournir plus d'informations que seulement l'indication en termes de matériaux. Alors, on voulait même nous faire travailler sur le côté construction illicite. Dans les nous, combien de constructions illicites qui se réalisent à l'époque, un réel état des lieux. Voilà. Bon, les choses n'étaient pas aussi faciles que ça. À l'époque, c'était encore fragile. Aller dans des endroits où la construction illicite était prospère, on ne pouvait pas aller demander aux gens pourquoi. C'est ça. Donc, on a essayé de couvrir un maximum en répondant à la demande du ministère et en même temps en respectant Et ça a permis de normaliser notamment j'aborde ça pour arriver en termes de basiques, des choses basiques. On a fait une petite enquête, nos partenaires, c'était un juriste et moi. On a été sur 3 APC au niveau d'Alger. Je m'appelle Deli Ibrahim, le Qubba et, si je me rappelle bien, et Bodj Kifan. Pour juste avoir une idée sur les formulaires qui se pratiquaient à l'époque, quand on va demander une demande de permis de construire, qu'est-ce qu'on vous donne? Eh bien, figurez-vous, sur le même zone, d'Alger, 3 formulaires différents de demande de permis de construire. Déjà, en termes d'uniformisation des documents, il n'y avait rien. Donc, imaginez. Les choses ont changé depuis. Oui, beaucoup. Et maintenant, on a normalisé un peu. Cette étude, on l'a fait, on l'a ficelé, c'était en 97. Je me rappelle bien, là, en mois de mai, on a envoyé les 3 copies de cette étude au ministère, notre client. Et un mois après, on nous appelle. Le directeur à l'époque, c'était Neit Saad, je crois. Bon, je monte, mon ordre c'est un juriste que je salue. Bon, il nous a demandé, voilà, on est l'étude. Bon, je voulais vous demander que ça et ça pour l'intérêt dans l'étude. J'ai compris qu'il n'avait même pas eu information, mais l'étude était ficelée et à ses niveaux. Depuis 3 mois. 3 mois. Bon, le sahabi. Il n'est même pas au courant que l'étude est à solide. Il n'est pas au courant ou il ne l'a pas lu? Il n'était pas au courant parce que tu veux la preuve? J'avais une copie de l'étude. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'étude ficelée que vous avez déjà à votre niveau depuis 3 mois. Sortez-moi cette étude. Où elle est? Parce que c'est-à-dire l'administration ne suit pas. La bureaucratie. Mais là, vous travaillez dans la même direction, donc du coup, c'est même pas une question d'administration. Le secrétariat n'a pas fait le job. C'est de la folie. Ouais. Alors, donc, maintenant, c'est très bien, vous parlez de vos souvenirs du passé, vous parlez aussi, enfin, à travers ces souvenirs-là, de la nécessité d'organiser la fonction. On apprend Exactement. Vous parlez aujourd'hui de normaliser un peu le tout, de travailler selon des normes. On l'aura compris, c'est un grand chantier. Oui. Je veux dire, quand vous arrivez... quand vous arrivez par avion sur n'importe quelle wilaya, vous vous rendez compte que nous sommes dans des villes étrangement conçues et réfléchies. C'est-à-dire que nous passons de l'extrême béton des grandes cités au petit béton des quartiers résidentiels à d'autres édifices. Et on se dit, mais comment a-t-on réfléchi cela? Alors, je ne vais pas vous poser la question sur ça, je veux dire, ça, il faudrait... J'ai une petite réponse. Ah, vous avez pour ça. Oui. Je m'excuse du terme, ça va être un peu très poussé. Il y a un mépris de l'architecte. Ah oui, mais ça, on l'avait déjà évoqué. La même question ici sur le plateau. On disait la nécessité de passer par un architecte pour bâtir, que ce soit sa propre maison. Moi, j'imagine pour les résidences et tout, c'est autre chose, hein, c'est un autre niveau. On fait appel. Mais par rapport aux petites maisons et autres, personne ne passe par un architecte aujourd'hui. On dessine, on conçoit. Peut-être qu'il y a un petit papier obligatoire qui nous oblige à montrer des plans que l'on ne respecte pas par la suite. Vous vous rappelez de la fameuse loi qui nous obligeait à finir les maisons au bout de 3 ans après avant 3 ans. La régularisation. Voilà, vous avez votre permis de construire, vous avez 3 ans pour finir. C'est cela, hein, c'était ça. On en est où? Parce qu'on est toujours aussi briqué. Hein. Alors, brique rouge. Je ne sais pas si vous faites un petit peu les autoroutes, vous allez voir, nos villes, quand vous rentrez, les gens font la structure, la menuiserie, la maçonnerie en briques, ça reste comme ça, faute de moyens. C'est ça. Mais si on fait évoluer un petit peu les choses, parce que
En Algérie, malheureusement, dans le cas de l'autoconstruction, je parle, il n'y a pas de certificat d'habitabilité. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, en principe, habiter votre maison s'il n'y a pas les gens. De conformité. Ça peut être fait par des organismes indépendants qui viennent certifier que l'installation électrique est aux normes. Le gaz est aux normes et ça nous aurait évité pas mal de décès qu'on a constatés pendant la phase hivernale. Et maintenant, après, il y a une interaction entre les autoconstructeurs et les financeurs. Donc, c'est les banques qui doivent faire un effort aussi pour faciliter l'accès au crédit à ces gens-là, pour leur permettre de terminer leur maison. Donc ça, c'est un autre débat beaucoup plus important. Et pour revenir un petit peu, en discuter avec Karim tout à l'heure, on s'est dit pourquoi en Algérie, maintenant, on est en train d'agresser les meilleures terres agricoles pour faire des programmes ADL et je ne sais quoi. On reproduit les schémas d'échec de ce qui a été fait dans les banlieues européennes. France, plus précisément. Plus précisément, je ne sais pas, à chaque fois on a un complexe, on copie les échecs. Vous avez la même chose en Allemagne, vous avez la même chose en Belgique, vous avez absolument la même chose en Espagne, vous avez absolument la même chose, peut-être pas en Italie parce que c'est une autre culture, une autre manière de construire, mais vous avez absolument le même modèle dans plusieurs villes, mais européennes. Oui, la France, c'est celle que l'on connaît parce qu'on parle la même langue. Voilà, et on a copié l'Allemagne de l'Est. Aussi, surtout, surtout, j'ai envie de vous dire. Possible. Voilà, non, mais il n'y a pas de souci. Mais moi, d'une manière générale, ce qui me gêne un petit peu, c'est cette agression des terres agricoles fertiles. Ça, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours milité, même au sein du syndicat d'architectes, pour un moratoire sur la délivrance des permis de construire sur ces terrains-là. C'est un crime. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis, après, c'est l'acte de bâtir en général qu'il faut refonder et réfléchir de nouveau au niveau des administrations compétentes. Et vous avez tout à fait raison sur la question des terres agricoles, parce que durant ces 10-15 dernières années, ce qui a été fait est dramatique. Et dramatique, on a enlevé des arbres, des oliviers et des orangers. Je finis avec vous. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à revenir ? Bon, d'abord, il y a un espoir qui renaît. Ouais. C'est toute une Algérie qui veut vivre, qui veut renaître, qui veut se projeter dans l'avenir. Et c'est un tout. Ça commence par tout. Et ça peut être parallèle. Rien n'exclut l'autre. C'est-à-dire, on peut réformer. Et on peut aussi... et vous voulez aujourd'hui contribuer à développer le secteur de l'architecture? On peut contribuer par des idées, on peut contribuer physiquement, par des expériences aussi, bien sûr, par ce qui se fait... Karim a proposé un petit peu ses compétences gratuitement à l'école d'architecture. Il me disait tout à l'heure, j'ai fait des mails. Il n'y a pas de communication. J'ai fait des mails pour leur faire des dons gratuits de documentation, j'ai pas eu de réponse. Vous avez fait un mail à qui? À qui? J'ai envoyé email à un directeur à l'époque, je ne me rappelle pas de l'époque. On espère qu'aujourd'hui, il a entendu votre message. En tout cas, on le souhaite. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Bon, vous savez, ça passe vite. Hein, quand on a tellement de choses à dire, à raconter, ça passe très vite. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est partagé. En espérant vous revoir très bientôt sur ce même plateau. Merci. Alors, Karim Merkouch, Faisal Bouchnaqi, tous deux architectes, tous deux venus parler du domaine, de sa réglementation, de sa normalisation, mais aussi du retour des compétences algériennes. En plus, bien sûr, de nos compétences algériennes restées en Algérie, parce qu'on en a beaucoup qui sont bons aussi, et qu'il faut saluer. Ils sont à avoir en priorité. Exact. Alors, du coup, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Islam Aziz et Mustafa Kamal Sabbar. Avec eux, on va parler d'une campagne de sensibilisation et de collecte de sang. Ça, ce sera dans quelques instants, mais juste avant, c'est une balade avec Nassiba Jaïdir qui nous fait découvrir une exposition de l'architecte Mohamed Larbi Merhoum à l'espace Espaco. On se retrouve juste après. « 25 ans et des poussières », c'est l'intitulé de cette exposition. Dans cet espace d'art moderne et contemporain, Mohamed Larbi Merhoum nous entraîne dans son univers. Un parcours, une signature,
dans le monde de l'architecture. Un parcours rythmé par de nombreuses réalisations à Alger et dans d'autres villes du pays. Des réalisations et des rencontres pour cet architecte très engagé dans son métier. Aujourd'hui, il a voulu revisiter son œuvre et mettre en partage sa passion. Pour moi, une exposition, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre entre une œuvre et un propos, entre un propos et une période qui séduit le public. À travers cette expo, l'Arbi Marhoum et moi-même, nous avons voulu offrir trois choses aux visiteurs. Donc un partage de valeurs, une expérience et un enseignement. Aussi, une exposition, c'est aussi le lieu d'expression. Donc c'est pour cela que nous organisons donc, des rencontres. C'est aussi un témoignage de 25 ans d'un métier nouveau qui s'est institutionnalisé il y a à peine 25 ans, sur lequel on n'a pas beaucoup de retours, beaucoup de témoignages. Donc je parle au nom d'une génération qui a pris ce métier à bras-le-corps. C'est le métier d'architecte libéral, privé, qui signe des projets. Et c'est aussi une manière de raconter l'histoire de mon pays, parce que en plus des dessins, il y a l'histoire intime des projets qui se mêle un petit peu avec l'histoire de ce pays. Donc on voit que ce métier est un métier d'ancrage dans une réalité économique, politique, sociale, culturelle. Dans chacune de ses réalisations, cet architecte a laissé son empreinte. Un quart de siècle d'architecture bien remplie, avec beaucoup de souvenirs en mémoire. Homme de terrain, il a travaillé sur de nombreux projets, pour ne citer que la bibliothèque de proximité du Télémli ou l'historial de la rue Larbi Ben Mhidi. Cet architecte et urbaniste a été 3 fois lauréat du prix national d'architecture. Avant d'entrer dans le monde du travail, Marhoum a étudié à l'école polytechnique d'architecture et d'urbanisme. C'est un monsieur, c'est un homme qui honore le métier d'architecte. C'est quelqu'un qui a une très haute opinion de son métier. C'est vraiment un témoin et un acteur de la vie. C'est un citoyen avant tout et un amoureux d'Alger et qui fait un travail de très très grande qualité. À Espaco, cet architecte nous retrace son parcours personnel. Des maquettes exposées, des photographies, des croquis, des notes pleins d'humour, des récits de ses rencontres et de ses moments passés sur des chantiers et sur des projets. Des chantiers en construction où il a suivi, étape par étape, tous les travaux. Architecte, un métier où Marhoum s'est toujours montré créatif. Il dessine ses plans, conçoit, supervise la construction, tout en conseillant et en étant à l'écoute de sa clientèle. C'est un des rares architectes qui peuvent maintenant exposer tout leur travail sur 25 ans en n'ayant jamais dévié de ce qu'il était et de ce qu'il est encore et de ce qu'il sera probablement. Voilà, c'est du beau travail. C'est du beau travail, y compris dans la présentation. Pour une meilleure lecture de nos paysages urbains, un événement culturel fort intéressant. Une exposition qui permet au grand public de découvrir et de promouvoir le patrimoine architectural de l'Algérie, tout en donnant une visibilité à ce noble métier. Mohamed Larbi Marhoum, un nom, une œuvre, une signature.
Voilà, c'était donc l'expo de Mohamed Larbi Merhoum réalisée par Nassiba Djaidir ce matin. Comme annoncé, action bénévolat sur le terrain avec le club scientifique de l'Université d'Alger 1 et bien évidemment un club de secouristes bénévoles. On en parle ce matin avec deux invités, Islam Aziz. Bonjour, Mustafa Kamal Sabbar. Bonjour. Bienvenue messieurs, bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Alors, vous représentez aujourd'hui le groupe des secouristes bénévoles, les Gilets Orange. Oui, tout à fait. Exact. Et vous représentez également un club scientifique. L'Alger Scientific Club. Exact. De l'Université d'Alger 1, c'est la fac centrale. Exactement. Et ce matin, on parle d'une campagne de sensibilisation et de collecte de dons du sang. Ça se passe à partir du 30, c'est ça? Du 30 juin jusqu'au 17 juillet. Alors, du coup, on va peut-être présenter déjà le club scientifique de l'Université d'Alger 1 en quelques mots. Bien sûr, c'est l'Alger Scientific Club, un club scientifique de la faculté des sciences, département de biologie. Donc, il a été fondé en 2018, exactement. On a commencé nos travaux en 2017, mais on était agréé en 2018. Ouais. Et voilà, on fait des activités, que ce soit dans le communautaire, le scientifique, des conférences, aussi des formations avec différents intervenants. De l'autre côté, nous avons aussi le groupe des bénévoles secouristes. Oui, tout à fait. Bon, c'est un groupe qui a été créé depuis l'événement du Hirak, depuis le 22 février. Ouais. Ce groupe, il est géré et coordonné par deux formateurs qui sont certifiés dans le domaine du secourisme, intervention et gestion des catastrophes. Donc, qu'est-ce qu'on fait en parallèle, nous? Au-delà de la formation qui continue pratiquement une fois par semaine, on les prépare à d'autres actions humanitaires, d'où le partenariat avec pas mal de clubs, y compris celui de... Voilà. C'est super ça, vous êtes combien aujourd'hui? Une moyenne de 120 personnes. 120 personnes. On avait commencé, on était à 3 tous personnes. Formés au secourisme? Oui, on les forme au fur et à mesure. D'accord. Et au-delà de cela, le domaine du secourisme s'est étalé, même au niveau de la fac, où là je dois remercier aussi le recteur et le doyen qui nous a facilité à former, à faire des conférences dans le domaine de la promotion du secourisme. Et il y a beaucoup de bonnes promesses qui nous permettent d'avancer dans ce domaine. Alors vous organisez une campagne qui commencera le 30 juin prochain. Le 30 c'est quand? C'est après-demain? Oui, c'est le dimanche. C'est dimanche prochain. Alors le 30 juin prochain, début de la campagne. Donc une campagne de solidarité, de collecte de dons du sang. Alors une campagne qui va commencer d'ailleurs et qui sera installée d'abord à l'hôpital Mustapha pour la wilaya d'Alger. Ce sera toute la durée, pendant toute la durée de l'initiative. Alors la durée de l'initiative, c'est jusqu'au... Donc c'est à peu près 3 semaines, du 30 juin au 17 juillet. D'accord. Donc le poste fixe se trouvera au niveau du centre de transfusion sanguine, qui sont des partenaires de l'événement, qui vont nous aider à la récolte des collectes de dons de sang. Donc aussi à l'hôpital Mustapha. À l'hôpital Mustapha, exactement. Il y aura des bénévoles, des gilets orange qui vont orienter les gens afin de trouver où sont, etc., comment donner le sang, les sensibiliser, etc. Donc les gens qui seront sensibilisés par notre biais, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien à travers les médias, vont nous contacter. Et sur terre, s'ils sont prêts à faire... Alors vous contactez, ça veut dire qui? Le club des secouristes ou le club scientifique? Les deux. Les deux. D'accord. On est partenaire dans cet événement. Il y a donc, une page commune. Voilà. Il y a Exactement. une page commune qui s'appelle Orio. Bon, une page où on partage pratiquement tous nos événements. Qui sont les mêmes. Nous, c'est une page secours bénévole où tout événement, ils y sont sur le mur. Et qu'on partage avec le club scientifique. On met à jour toutes les données, toutes les informations. Par exemple, on a annoncé la conférence d'ouverture qui s'est passée hier, le jeudi. On l'a annoncé le mardi. On a eu les intervenants qui étaient des professeurs, professeur Gouachi du CPMC et le docteur Damage, aussi ancien Croissant Rouge, etc. Ils sont intervenus parler dans le sujet, donc l'importance du don de sang et ses effets, afin de sensibiliser, etc. Exactement les qui sont bénévoles avec nous. Donc les autres clubs scientifiques sont collaborateurs. Donc il y a 3 clubs scientifiques qui sont collaborateurs avec nous. Donc il y a Fac Centrale Bénévolat, qui font la majorité de leurs travaux dans ce qui est bénévolat. On a aussi le HBC, le club écologique. Et on a aussi le LEAD, le club scientifique d'architecture. Donc ils vont tous nous aider grâce au partage sur les réseaux sociaux et aussi par l'offre d'un binôme de bénévoles sur terrain afin de sensibiliser. Alors ça, c'est au niveau de l'hôpital Mustapha, mais il y a aussi d'autres... S'il vous plaît, seulement un petit détail, si vous voulez. L'objet de cette campagne, parce que vous savez, pas mal d'associations font ce genre de collecte, mais ça reste des opérations ponctuelles. C'est ça. Nous, c'est pas notre objectif. On voudrait que ces donneurs deviennent permanents. Là, il y a carrément des bases de données qui vont être prises en charge, et au fur et à mesure, en collaboration avec le CTS et même le centre Pierre-Marie-Curie, pour que ces donateurs pour qu'ils deviennent permanents, là, forcément, il y aura une action à long terme qui va se faire au fur et à mesure.
C'est l'idée globale. Parce qu'apparemment, c'est bien qu'il ait par exemple 30 ou 40 pochettes de sang, on bat nous on voudrait qu'il y ait suite. C'est ça. Au besoin surtout, vous que ça devienne une tradition, voilà. Une pratique commune et pas exceptionnelle, pas comme dans le cadre dans lequel elle est aujourd'hui. Alors en plus de ce poste fixe, il y a des postes mobiles. Oui, c'est afin de mieux sensibiliser, d'être au contact des gens. Donc on a le 3 et 4 juillet, c'est au niveau de la Bibliothèque nationale d'Algérie, on s'est installé juste à côté. Et donc le 11 et 14 juillet, ça sera au niveau de la placette de la Grande Poste. Et le 15 et 17 juillet, ça sera à l'intérieur de l'université d'Alger, dans la fac centrale. D'accord. Voilà, et pour finir avec une cérémonie de clôture, il y aura des flyers qui vont distribuer, des personnes qu'on va former pour mieux sensibiliser dans le domaine du... D'accord. Vous avez donné vous-même? Oui, tout à fait. Bien sûr. Ouais. Vous aussi? Vous êtes étudiant en quoi? En biologie. Ouais. Sciences de la nature et de la vie, en biochimie. En quelle année? En 4e année, master 1. En master 1. Ça se passe bien? Ça va. Vous avez fini? Non, c'est l'année prochaine. Non, mais cette année, vous avez fini? Non, pas encore. On a les examens en cette période. Ah, vous êtes en plein examen. Ça nous empêche pas, hein. Et vous menez en même temps votre campagne sur le terrain. C'est bien ça. Ouais. On est pas seul aussi. Hein. Bah, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Quel est le message? Est-ce qu'on peut rappeler juste les pages sur lesquelles on peut vous joindre, sur lesquelles on peut... Donc il y a la page Facebook des secouristes bénévoles, qu'on peut retrouver sous ce nom-là, et la page du club scientifique qui est l'Alger Scientific Club. Donc on va mettre chaque jour des photos, que ce soit des sites mobiles ou bien du site fixe. On va mettre le chiffre des dons collectés afin de motiver les gens. Et à donner encore plus. Le but, c'est de valoriser le donneur au lieu du don, parce qu'un donneur représente plusieurs dons. C'est ça. Tout à fait. Ah oui. On peut donner combien de fois par an? 2 fois? C'est 3 à 4 fois. 3 à 4 fois quand même. Et ça, il faut que ça soit assez espacé. Vous avez toujours donné du sang ou c'est nouveau pour vous? Non, j'ai l'habitude. Pardon? J'ai l'habitude de donner. Ah, vous avez l'habitude. Vous avez déjà donné? Que ce soit individuel ou en groupe. Hein. Mais vu que les activités, lors des dons de sang standard, on ne cherche pas à rester en contact. Donc c'est juste un simple collecte, donc on ne cherche pas à rester en contact avec nous afin de nous motiver à donner encore plus ou bien d'autres fois. Donc le but de cette initiative, c'est de fidéliser. Et on rappelle les pages que vous avez, c'est Alger Scientific Club, le scientifique, et aussi les secouristes bénévoles. Groupe scientifique secouriste bénévole. Bon, c'est pas grave, scientifique. Hein. Ça passe. Eh ben, très bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous, c'était un plaisir de vous recevoir, merci encore, on vous souhaite un excellent week-end et une excellente opération, on le rappelle à partir du 30, hôpital Mustapha, en plus bien évidemment des points mobiles. Alors l'opération se déroulera du côté de la Bibliothèque nationale, mais aussi, ça voudrait le rappeler, dans d'autres lieux, notamment à l'université d'Alger 1, donc la fac centrale. En tout cas, la Grande Poste. Et la Grande... bah oui. Et comment? À la vue de tout le monde. Et comment? Allez, quant à nous, on s'intéresse ce matin à un spectacle. Il s'appelle Sérénade des prénoms. C'est signé Siam Kenouche, que vous connaissez ici sur ce plateau, et Lamia Itamara, que vous connaissez également à travers sa musique. Elle qui est chanteuse fabuleuse, avec une voix magnifique de musique andalouse. Alors, celle qui a été pour suivre le spectacle s'appelle Hasiba Abdallah. On se retrouve juste après. Raconter les prénoms, l'artiste Siham Kenouche s'en est fait une spécialité. Étant conteuse, elle propose à son public de participer à son spectacle en mettant dans un petit panier leurs prénoms écrits sur un bout de papier. Les prénoms tirés au sort seront expliqués, racontés et même chantés avec un petit bonus, un voyage dans le temps. لا لونينوز اللي في وجهها حمومية وبيوضية. إذا كان كتبتو الاسم زهرة أبا سي الفلاخ. أنا عندنا الخليل اللي هو الصاحب لانتي لامي تخي بروش صاحب الإنسان من الخل والخل الصاحب القريب. دايوغ خليل سي ان سورنو تاع إبراهيم الخليل. احنا خدمنا مشروع قلنا نختاروا قصائد اللي فيها الأسماء. Quand nous avons pensé à ce projet, nous avons opté pour les qsaïd qui évoquent des prénoms. Lamia chante ses qsaïd et moi je raconte l'histoire de ces prénoms ainsi que l'histoire des prénoms du public. واش نقولوا ديجا يا شار الفتان يا قضيب البال ارحم الويها لأنه بلا.
Côté musique, il a été assuré par l'artiste Lamia Aitamara, interprète du chant andalou. أنا كامل يعني البرامج اللي نمدهم مش 100% فن classique. Ça veut dire je suis une personne très ouverte d'esprit, j'adore innover et j'aime beaucoup la création. Donc ça, c'est un spectacle que j'ai trouvé vraiment, il m'a vraiment attiré par son originalité et beaucoup plus, كنت عم بالي باللي il y aura un feedback du public positif. Siham, c'est une conteuse hors pair. Elle sait manipuler le verbe, elle sait capter l'attention du public. Lamia, c'est une présence sur scène. Et puis la voix aussi, elle est magnifique. Accompagnée de l'ensemble régional d'Alger à l'Opéra d'Alger Bouhlem Bessayah, les deux artistes féminines ont offert à leur public une soirée très spéciale et très originale. Mehdi Laifaoui, ça fait combien de temps que tu n'es pas monté sur scène ici à Alger? À peu près 10 ans. 10 ans. Yes. Alors quand tu revois ces images, je t'ai vu en train de suivre le reportage qui a été réalisé d'ailleurs par Hassiba Abdullah, notre consoeur de la chaîne terrestre. Alors du coup, quand tu vois ça, ça te donne... C'est quoi ça, c'est un échauffement pour toi, pour ta scène de demain? C'est quoi ça me fait... Déjà de voir ça quand je suis pas en Algérie, ça me fait toujours rêver de revenir. Ouais. Et là, je suis pas encore demain, donc Inch'Allah, ça va... Bah parlons-en alors. Mehdi Laifaoui est avec nous aujourd'hui. Alors installé à Marseille depuis combien d'années? Installé en France. En France. Oui, depuis 2002. Ah ouais, quand même. Ouais, hein. je suis allé un peu jeune et après, bon, c'est des... Tu t'as jamais coupé les ponts, en réalité. Pas du tout. Ouais. Ah, pas du tout. Marseille aussi, c'est par rapport à ça. C'est de faire des allers-retours. Ouais, c'est que tu regardes au loin et tu te dis peut-être pourquoi pas. Quoi. Exactement. Et Marseille, ça ressemble un peu. Il y a une grosse communauté algérienne là-bas, donc on n'est pas dépaysé. C'est cela. Et mais voilà, faire toujours l'aller-retour vers l'Algérie. Alors c'est un retour gagnant en tout cas avec un concert qui va se dérouler demain. Demain, ça se passe à Dar Abdeltif. Ah, c'est pas mal, hein? Oui. Ah, c'est un beau lieu. Exactement. Donc, qui colle à ta musique en plus, hein? Moi, je connais pas. Ouais. On m'a dit que du bien de cet endroit. Moi, je trouve que les deux univers iront parfaitement ensemble. Ah ben, Inch'Allah. Donc demain, ça va être l'osmose. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le clip. Ça va vous donner une idée sur le style de Mehdi Laifaoui. Et puis, juste après, on parlera de ce showcase, on parlera de ce qui se passe actuellement, de la grosse actu, enregistrement d'un nouveau morceau et tournage d'un clip. Allez, on se retrouve juste après ça.
titre de ce, c'est Mchit. Mchit. Voilà. Je marche. Et je cherche. C'est d'actualité. Exactement. J'ai envie de te dire. C'est d'actualité. Alors, du coup, tiens, ça fait combien d'années, t'as combien d'années de musique dans tout ça? Moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans de faire des scènes algéroises. Ouais. Des petites scènes. On faisait des premières parties avec le groupe Harmonica. Ouais. La première. La première fournée. Hein. Exactement. Parce qu'il y a eu le retour d'Harmonica à partir de 2005. Exactement. Ouais. Et c'était aussi une très bonne équipe. Et après, j'ai intégré le groupe de Dewan Zahir avec Ma'alem Ben Aïssa Allah yarhamou. Et du coup, c'était vraiment la première grosse expérience où j'ai fait des gros festivals en Algérie, un peu partout dans le monde aussi. Ouais. On a voyagé et tout ça. Et de là, j'ai commencé à faire mon petit chemin un peu en France. Parce que je suis allé à l'âge de 22 ans. Donc j'ai joué dans pas mal de projets. Et là, depuis 2 ans, je suis sur mon projet. J'ai décidé d'être sur mon projet perso. Voilà. Mais tu lui donnes quelle couleur à ce projet perso? Alors la couleur, c'est toutes mes influences déjà. J'arrive pas à donner un titre. Mais ça va être compliqué, hein, parce que tu as été passé pratiquement par tous les styles. Donc c'est sur le projet, l'album qui est sorti en novembre en France et qui va sortir très vite là en Algérie ces jours-ci. Ça s'appelle Trap Project. Et le Trap Project, là, je parle du trap, c'est un mode pentatonique du rail. Le vieux rail, il était plus africain. Donc je touche cette couleur du rail africain, t'as Boutaiba, t'as Boutelja, t'as Zarghi, le vieux Khaled et tout ça. Et avec moi, il y a une journaliste parisienne qui a trouvé un petit titre au truc, elle a dit le rail au goût du monde. Donc parce que j'ai vraiment, et toutes mes influences, ça veut dire il y a un côté un peu new-yorkais avec du groove new-yorkais, il y a un autre titre où c'est de la samba, voilà, et je mélange tout ça avec la musique rail parce que c'est une musique hybride. Donc ça se mélange facilement et si on arrive à le faire bien, ça marche. En tout cas, on attend ton album avec impatience. Bon, tu l'as dit, il est sorti en fin 2018 en France. Il devrait arriver très prochainement ici, ici en Algérie. Avec l'édition Padido. Avec Padido, et ben super, et on les salue d'ailleurs au passage. Alors demain, c'est un showcase, hein, c'est-à-dire c'est un concert. C'est un concert où on va être en mode intime. Ah bah oui, en même temps le lieu c'est ça. Exactement. Et je suis entouré de super musiciens. T'as pris qui cette fois? Alors c'est des potes, c'est des musiciens d'ici, d'Alger. Hassan Khouelf à la batterie, Sami GB à la basse, Nazim Bakor à la guitare et Zino Djouadi au clavier. Et Mohamed Lairi au percu. D'accord. Donc voilà, Tu revisites tes titres? Là, c'est revoir tous les titres de l'album avec quelques reprises du vieux rail qu'on a d'ailleurs. Il y a une vidéo qui a bien marché sur le net, sur un morceau de Sid El Hakem qui est aussi d'actualité. C'est un vieux morceau bedoui qui raconte un peu le hagara, le colonialisme. Il dit, sur le texte, il dit Dar Shrat Marki ou le Koudiat Lem. Koudiat, c'était une prison au Wahran. Et du coup, voilà, c'était le Nas qui quand et donc voilà, c'est un peu aussi d'actualité. C'est ça. Exactement. Donc aujourd'hui, l'artiste a une responsabilité en même temps, marquer son temps. Il a une grosse responsabilité. Ça veut dire il doit vraiment trouver les mots pour dire les choses. Ça veut dire ne pas être dans le populisme. Et ne pas rien dire aussi. Donc il faut trouver vraiment la sagesse pour dire les choses. Le juste équilibre entre les deux. Exactement. Donc il y en a qui savent le faire. Moi je suis pas très bon en communiquant en fait. J'ai mon avis à dire en privé. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont plus de poids à dire les choses. Voilà. Demain, 19h, ça se passe à Dar Abdeltaïf. Tu connais pas Dar Abdeltaïf? Pas encore. C'est, comment te dire, c'est un très beau lieu. C'est un très beau lieu, à la base. Il fait partie du patrimoine. Bon, c'est un mélange alors, t'as quoi? T'as un peu la période ottomane qui est racontée à travers l'architecture. T'es allé au Bardo? Oui. On est un peu dans ce style un peu mauresque. Hein. On est un peu dans ce style-là, très coloré, avec le bleu turquoise que tu vas retrouver et une belle forêt en plus. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il y a des spots très intéressants pour la culture à Alger. C'est cela. Si on arrive vraiment à avoir des endroits où on peut s'exprimer,
Je pense que ça va faut décoincer l'administration pour. Hein. Exactement. Parce que vous avez Darab Deltaif, c'est très bien, oui, effectivement, mais il y a d'autres lieux qui pourraient être exploitables culturellement, mais vous avez encore des esprits un peu classiques qui pensent que la musique a un espace et que l'autre espace n'est pas consacré à... Oui. C'est un gros débat un peu farfelu. Manque d'imagination, je pense. C'est ça. Et moi, je pense que ça peut faire que du bien de laisser l'artiste s'exprimer dans une ville. Ça veut dire en dehors des salles de spectacle et tout ce qui est, ça veut dire même dans l'underground et tout ça. C'est ça. S'il y a des endroits où on peut, moi j'ai été dans une ville qui est la capitale de ce genre de truc, c'était à Berlin, où il y a des scènes improbables, ça veut dire sur un toit d'immeubles, donc ça fait vraiment... C'est fou. Hein. Oui, c'est très... On peut trouver des expositions dans un film marché, quoi. C'est ça. Essayer d'exposer au milieu de les belles khadra, donc si on arrive à faire ça de temps en temps... mais il faut libérer les esprits. Voilà, c'est juste... Il faut libérer les esprits. C'est juste laisser les artistes s'exprimer. Le truc, ça peut être super bien. Vous avez il y a une fête techno, une techno-parade qui a été organisée au musée du Louvre. Hein. Un patrimoine classé mondialement et autres, et qui n'a jamais dérangé personne. Demain, on se retrouvera. L'album, il sort quand? À une date ou c'est... L'album sortira dans une quinzaine de jours. Il est prêt pour être envoyé au magasin. Longue durée pour ce séjour à Alger ou juste pour le concert? Pas du tout. Là, je repars lundi. J'ai été il n'y a pas longtemps. De temps en temps, j'ai quelques vendredis. C'est important de vendredi. Oui. C'est juste à côté, quoi. C'est juste à côté. Voilà, non mais c'est vrai. Le gars, il prend sa floquette, il descend à Alger. J'ai mangé de la sardine avec la famille et je reviens. Pour rigoler, je peux être plus rapide de faire Marseille-Alger que d'Al-Beida, par exemple. C'est pas faux. Hein. Ça m'est arrivé. Non, c'est pas faux ça. Donc, je vais tourner un clip sur un nouveau titre qui s'appelle Hamed Dinia. Et voilà, ça va être en France, dans un petit village qui s'appelle Cannes. Et voilà, c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, que je vais tourner. J'espère que ça va bien se passer. Il y a toujours le festival sur l'île du Frioul. Le festival... Alors, qui était organisé par une association qui se trouvait à la Friche Belle de Mai. Exactement, oui, il y a toujours. Et pour vous dire, Marseille a les mêmes caractéristiques d'Alger, ça veut dire les mêmes soucis culturels. Il y a quand même. On ne croit pas que c'est l'Europe, tout marche bien. Donc il y a plein de soucis avec la culture. D'ailleurs, le festival Bab El Med, qui est un très gros festival à Marseille, il y a un gros conflit, donc il est arrêté pendant 2 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, donc, mais pour ce festival, les gens se battent là-bas, ça veut dire, mais il y a d'autres moyens. Il n'y a pas que les subventions. Donc il existe encore. Il existe encore, difficilement, mais il existe encore. En 2005, j'avais fait mon premier stage de formation en événementiel. J'avais passé un séjour sur le festival. Ouais, voilà. C'était quelque chose. Hein. Oui, c'est un très bon festival. C'est le carrefour des artistes africains d'ailleurs. Exactement. Merci Mehdi Laifaoui. Demain soir, 19h, ça se passe à Darab Deltaif. C'est le concert à ne pas manquer. Le lieu est superbe. L'artiste est à découvrir. Sa musique est superbe. Il n'y a rien à dire. En tout cas, on vous souhaite un excellent concert pour demain soir. Merci Mehdi. Merci d'avoir été là. Chers camarades, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pas la peine de vous détester. Il y en aura d'autres qui le feront à votre place. Aimez-vous, ça sert plus que le contraire. D'ici là, bon vendredi. Ciao camarades.